Super. Eh ben, on y va, hein, sans plus tarder. Je pense que on va y aller. Donc, moi, j'ai le plaisir donc, de présenter notre première intervenante, Maude Bonenfant, professeure au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal, docteur en sémiologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les données massives et les communautés de joueurs. Ses recherches sont orientées vers les dimensions sociales des technologies de communication, les réseaux sociaux numériques, les données massives, l'intelligence artificielle, les communautés en ligne ainsi que les pratiques ludiques et les jeux vidéo. Elle est co-directrice du laboratoire de recherche en médias sociaux numériques et ludification, directrice du groupe de recherche Hoboluden sur les pratiques de jeu et la communication et membre du groupe de recherche sur l'information et la surveillance au quotidien, le GRISC. Sa présentation s'intitule « De la rhétorique transhumaniste à une réflexion sur les limites de l'IA ». Donc, Maude, tu disposes maintenant d'une trentaine de minutes. C'est à toi. Merci beaucoup, Fabien. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très contente de venir vous parler de ce sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui me passionne, comme vous allez le voir, et étonnamment, j'ai peu l'occasion d'en discuter là, dans des événements comme ça. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir discuter avec vous. Donc, avant de commencer à discuter d'un phénomène ou de m'intéresser à un phénomène, souvent, je commence par un peu une perspective historique, même si elle est brève. Dans le cas présent, ça va être pour essayer de pointer quelques idées, une en particulier qui trouve ses racines dès les balbutiements là, de l'informatique et de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire au sortir de la guerre, pour voir comment ces idées-là vont nous marquer encore jusqu'à aujourd'hui, puis comment ils ont fortement influencé le transhumanisme là, dans un sens général. Puis là, je vais juste faire une petite note de bas de page. Je vais parler du transhumanisme, mais bien sûr, il y a les transhumanismes, il y a plusieurs branches, mais aujourd'hui, je vais pour essayer d'aller plus vite, puis de couvrir l'entièreté de la matière. Je n'irai pas dans les petites spécifications, je vais parler du transhumanisme de manière générale. La même chose pour l'intelligence artificielle, bien sûr. Donc, on est au sortir de la guerre, on est extrêmement traumatisé par les horreurs, par la violence, et plusieurs penseurs, chercheurs essaient de réfléchir à des manières à ce que la guerre n'arrive plus jamais, en se disant si l'humain, et j'oserais même dire si l'homme n'est pas capable de prévenir ces drames-là, est-ce que la machine pourrait nous aider à prendre de meilleures décisions? Et donc, on essaie là, de mettre en lien des chercheurs de différentes disciplines, entre autres autour du projet informatique, mais d'autres projets aussi, pour essayer de trouver des solutions. C'est dans ce contexte-là qu'on voit, par exemple, la naissance des modèles neuronaux qui vont avoir une très forte influence là, avec Pitts et McCullough, là, qui vont vraiment développer ce qu'on appelle le réseau neuronal artificiel, qui va être une des branches là, de l'intelligence artificielle éventuellement. Puis, en 1955, il y a la fameuse conférence de Dartmouth où on crée là, officiellement là, la naissance, on peut dire, de l'intelligence artificielle, donc où le nom s'impose, où là, on commence à penser comment recréer artificiellement des phénomènes biologiques avec des personnes comme McCarthy, Minsky, Shannon, Rochester. Mais évidemment, par la suite, l'intelligence artificielle va se développer dans différentes branches avec toutes sortes d'autres chercheurs qui vont venir se greffer. Je passe rapidement, mais ici, ce qui m'intéresse, c'est de démontrer qu'en fait, l'intelligence artificielle est issue ou a donné naissance à différentes branches scientifiques, dont le computationnalisme, le connectivisme, les sciences cognitives, l'informatique, etc., etc. Donc, il y a vraiment un projet scientifique autour de l'intelligence artificielle. Cependant, il y a autre chose autour du projet de l'intelligence artificielle. Puis là, ici, j'ai pris l'exemple de Minsky, j'aurais pu en prendre d'autres, mais Minsky est un qui a beaucoup influencé le développement du transhumanisme, qui a été très présent dans le paysage là, de la réflexion computationnelle, si on peut dire, mais de l'intelligence artificielle. Et donc, lui a développé, entre autres, avec Papert, là, la théorie de la Society of Mind, mais c'est lui qui va publier son livre là, dans les années 80, mais eux, ils ont développé ça plutôt dans les années 60-70, où là, on essaie de voir comment on peut diviser la connaissance
conscience en cadre, en frames, et comment on peut l'articuler. Donc, on commence vraiment à considérer l'esprit humain comme un système de traitement de l'information. Puis cette information-là, elle est symbolique, évidemment, pour que la machine puisse la traiter. Ultimement, ce sont des 0 et des 1. Donc, comment on sépare, comment on divise ce traitement de l'information-là en essayant de comprendre comment l'esprit humain fonctionne. Et donc là, on croit que l'esprit humain est un système de traitement de l'information, que la cognition plus la conscience, ça serait une forme de calcul. Donc, ces idées-là vont donner naissance à ce qu'on peut appeler la métaphore du cerveau-machine, qui va être extrêmement présente jusqu'à aujourd'hui dans notre imaginaire et qui va être autant la métaphore de la machine comme un cerveau qu'à l'inverse, le cerveau humain comme une machine. Donc, une métaphore qui va avoir vraiment une importance capitale dans la manière dont on va se représenter l'informatique, l'IA, mais même notre cerveau cognitif, là, humain. Et donc, évidemment, les recherches en rhétorique et plus particulièrement sur les métaphores ont bien démontré à quel point les figures de rhétorique ont des effets pragmatiques, hein, c'est-à-dire ce n'est pas juste des figures de style langagière, ça a des effets éthiques, sociaux, politiques, économiques, etc. Et donc, continuons un peu notre historique. On voit le développement de l'intelligence artificielle, la métaphore du cerveau-machine. On voit aussi qu'on est dans la période de la naissance ou du développement du behaviorisme et du néo-behaviorisme. Bon, évidemment, avec les travaux de Pavlov qui se sont imposés, mais surtout de Skinner, où là, on va parler de conditionnement opérant, où là, on est capable de conditionner le cerveau humain à certains comportements en jouant sur, par exemple, la récompense. Donc, c'est une certaine idée de l'humain, tout comme le néolibéralisme de ces années-là va aussi s'imposer dans notre imaginaire comme chaîne de pensée. Et là aussi, c'est une certaine idée de l'humain qui serait un acteur rationnel qui prendrait les bonnes décisions pour maximiser son intérêt. Et donc, on parle là de l'homo economicus. Et donc, il faudrait lui donner les bonnes informations pour qu'il puisse prendre des bonnes décisions. Et si c'est le cas, magiquement, l'économie roulerait bien. Hein, c'est la fameuse main invisible. Et donc, ces idées-là qui se sont imposées avec Hayek, surtout Friedman. Et j'ai rajouté Becker parce que Becker a aussi imposé ce que lui a appelé l'impérialisme économique, c'est-à-dire la pensée économique sur l'entièreté de la société. Et donc, un des meilleurs exemples pour bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est rendu avec des clientèles à la maternelle, des clientèles à l'hôpital, des clientèles à l'université. Et donc, c'est ça, la pensée, l'impérialisme économique, c'est vraiment d'imposer ce schème-là à l'entièreté de la société pour réfléchir le social. Donc, on est dans ce bain-là. Pour comprendre un peu les sources de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Donc oui, il y a une réflexion scientifique qui est faite, mais on est aussi dans un contexte idéologique, éthique, social, politique, économique, etc., avec une certaine idée de l'humain. Là où le bas blesse, et ça va être le cœur de ma présentation, c'est qu'aux sources de la tromperie du transhumanisme, selon moi, c'est de nous faire croire que l'intelligence artificielle n'est que scientifique, qu'il n'y a pas d'un contexte idéologique, que le transhumanisme est apolitique. Et donc, au final, hein, c'est une idée qu'on entend encore souvent, que la technologie est neutre et qu'en fait, ça dépend de ce qu'on en fait, qu'il faut les mettre entre les mains des bonnes personnes, mais évidemment, tout est dans la définition de ce qui est une bonne personne. On va voir quelle est leur idée d'une bonne personne. Donc, comment on en arrive à ce que cette idée-là idéologique du transhumanisme soit occultée? Par le pouvoir de la rhétorique. Et pour bien comprendre ce pouvoir-là, je propose d'abord de parler de la personnification parce que c'est probablement la figure de rhétorique la plus forte chez l'humain, c'est-à-dire que le visage humain est la figure visuelle qu'on voit le plus depuis les débuts de l'humanité, depuis que le bébé naît. On a même une zone du cerveau qui est dédiée à la reconnaissance des visages. Et donc, le visage humain est extrêmement important pour faire sens du monde qui nous entoure. Et donc, la personnification a un pouvoir rhétorique très fort. Et donc, Fontanier nous dit,
personnification, en fait, rend une pensée plus sensible, plus riante. Ça rend une espèce d'être réel et physique, doué de sentiments et de vie. Enfin, ce qu'on appelle une personne. Hein? Puis quand on voit ces petits robots-là, on comprend bien ce qu'il y en est. Et donc, prenons l'exemple de Zora. C'est le logiciel Zora qui est dans le robot Nao. Donc, évidemment, si on voit l'effet rhétorique de la personnification, on voit bien ici l'être sensible, riant, une espèce d'être réel, un sentiment de vie, etc., etc. On voit comment l'effet rhétorique de personnification sur l'objet fonctionne. Et dans ce contexte-là, on comprend bien pourquoi grand-maman peut s'attacher à ce petit robot et le trouver absolument mignon et développer une relation avec le robot Zora. Donc, la question, c'est est-ce que ce pouvoir rhétorique-là est utilisé dans un contexte d'acceptabilité sociale, donc de nous faire accepter tous ces objets-là technologiques qui utilisent l'intelligence artificielle, ou bien l'utilise-t-on pour construire un imaginaire dystopique où là, vraiment, on irait vers la catastrophe. Donc, essayons de voir un petit peu plus loin le questionnement transhumaniste à partir du pouvoir de la rhétorique. Et donc, moi, j'aime beaucoup l'exemple du film Her. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave, mais je trouve qu'il symbolise très bien la réflexion et la complexité de la réflexion, que ce n'est pas noir ou blanc, hein, ce n'est pas une acceptabilité sociale totale et une vision dystopique. On est dans une zone grise. Dans le film Her, Théodore tombe amoureux de son système d'exploitation. Et d'un point de vue des affects, il est vraiment amoureux. Et donc, on ne peut pas dire qu'il est fou, qu'il est complètement déconnecté, non, il est sincèrement amoureux de son système d'exploitation. Et donc, d'un point de vue de Théodore, on a quelque chose de vrai, on a un sentiment vrai qui est réel. Et on le voit même avec le développement des recherches sur la sexualité dans un sens très large. Bien, maintenant, on parle même de phytosexuels, donc des êtres humains qui vont s'attacher vraiment amoureusement à des personnages fictifs ou à des dispositifs technologiques. Donc, d'un point de vue de l'être humain et de ses affects, le sentiment est vrai. Donc, essayons de poser la question différemment, vu qu'on n'est pas dans de la folie. On est dans autre chose. Alors, essayons de réfléchir à partir du fameux test de Turing. On voit le parallèle là, avec les sources historiques que j'ai faites. Donc, évidemment, chez Turing, c'est de savoir si l'humain est en train de discuter via un écran avec une personne ou avec un programme informatique. Donc, on va y aller rapidement avec une IA. Donc, depuis les années 60, on essaie de développer des logiciels de traitement du langage naturel pour essayer de discuter avec les êtres humains. Et donc, ces développements-là avancent jusqu'à aujourd'hui, où là, on est avec le GPT-3 qui est développé par OpenAI, qui est vraiment un traitement naturel de langage fait par apprentissage profond, qui est un outil extrêmement puissant, extrêmement développé, extrêmement convaincant, jusqu'à écrire des articles, dont un dans le Guardian. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à aller le lire. Et donc, où le GPT-3, l'auteur de l'article, se demande si l'humain doit avoir peur de l'IA, donc peur de lui-même. Et le Guardian dit bien qu'il a édité, c'est-à-dire qu'il a coupé certaines parties de l'article, mais ils n'ont rien écrit. Tout ce qui est écrit là a été écrit par GPT-3. Donc, là, je ne sais pas, je ne vois pas si Sofiane est arrivée, mais là, je faisais un petit coup de coude à Sofiane. On est rendu aussi à créer, évidemment, des œuvres d'art. Et puis, récemment, il y a eu un scandale puisque une œuvre créée par intelligence artificielle a été soumise dans un concours d'art avec d'autres œuvres créées par des humains. Et là, ça a suscité toutes sortes de questionnements qui étaient extrêmement intéressants pour comment on accepte ou non les productions créatives par de l'IA. Et là, on est littéralement bluffé, là, autant d'un point de vue du traitement du langage que de l'image. Donc, revenons à notre questionnement, à savoir, avec des technologies aussi puissantes que GPT-3, est-ce qu'on est capable encore de savoir si on est devant un être humain ou devant une IA? Évidemment, dans le cas de Théodore, ce n'est pas la question, parce que lui, il sait que ce n'est pas un humain, il sait que c'est une machine, il tombe amoureux d'une machine.
Le problème avec Théodore et où le film tourne, je m'excuse si vous ne l'avez pas vu, mais c'est quand Théodore se rend compte que son système d'exploitation, il est dupliqué à l'infini et qu'en fait, la relation qu'il croyait exclusive avec son système d'exploitation est en fait reproductible à l'infini. Et c'est là que ça va plus bien pour Théodore et c'est là qu'il est complètement en peine d'amour, où ça craque. Mais reprenons l'exemple avec GPT-3 et imaginons que finalement, avec un logiciel tel que celui-là, on soit capable d'avoir des systèmes d'exploitation, donc des agents conversationnels, tous différents, et puis qui soient finalement uniques à chacun. Et là, rajoutons maintenant où nous en sommes dans le développement technologique, c'est-à-dire une collecte massive de données sur nous, avec du profilage de plus en plus précis, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quand on va cliquer, qu'est-ce qu'on visite, on sait à quel café on va aller le matin parce qu'on se déplace avec notre GPS, etc., etc. Donc, on a des profils des individus extrêmement précis, puis on l'a vu avec Cambridge Analytica, on peut même faire des profils psychologiques très précis. Alors, imaginons avec maintenant le traitement de l'IA et comment là, on peut arriver à créer des objets qui sont non seulement uniques, mais personnalisés à nous, et qui s'adaptent à nos comportements, à nos goûts, nos désirs, etc. Et donc, on a tous des objets uniques. Et là, ça commence à se compliquer un peu parce que du point de vue de Théodore qui est amoureux ou de grand-maman qui aime son robot, qui sommes-nous pour juger de ces affects-là? Et donc, la question n'est pas là, il faut la déplacer et c'est là une partie du leurre aussi des transhumanistes, c'est de ramener la question à l'individu, alors que toute cette question-là que je vous pose n'est pas une question individuelle, mais une question sociale. Alors, qu'en est-il de ce questionnement-là? Quand on est rendu à un développement de Zora avec GPT-3 et qu'on n'est plus capable de définir si on parle à un humain ou une machine, c'est là qu'il faut se poser la question de l'identification. Et là, si je fais un petit détour par les jeux vidéo, dans un, peu importe lequel, là, mais j'ai choisi World of Warcraft, ici, on est devant un avatar qui est un avatar non-joueur. Et il y a un point d'exclamation jaune au-dessus de sa tête pour dire aux joueurs, tu es présentement devant un personnage non-joueur, donc tu es devant une machine et tu discutes avec une machine. Et c'est très clair. Mais regardez le point d'exclamation si éventuellement il disparaît et que là, on ne sait plus si on parle à une machine ou à un être humain puis qu'on n'a rien pour identifier la conversation qu'on va avoir. Là, ça commence à être très trompeur et on sait qu'il y a certaines compagnies de jeux vidéo qui sont tentées de mettre des IA au lieu des humains parce qu'ils savent très bien que le succès d'un jeu vidéo dépend de la quantité de joueurs et donc pour augmenter la communauté, le nombre de joueurs au sein d'une communauté, bien, il y a cette tentation-là de le faire artificiellement en trompant. Et là, d'un point de vue des transhumanistes, ils vont nous répondre, « Ouais, mais il est où le problème? Il n'y en a pas de problème. Que tu saches que tu parles avec un humain ou une machine, il n'y en a pas de problème. C'est la même chose. » Et comment on en arrive à se dire, ah ben oui, peu importe que je parle à une machine ou à un être humain, c'est la même chose, pourquoi moi je soulèverais un problème? Et c'est là que le pouvoir de la rhétorique transhumaniste s'impose réellement. Et là, pour cette partie-là de ma présentation, j'ai pris certains exemples d'un article coécrit avec ma très brillante collègue Emmanuelle Cacamo à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où là, évidemment, je ne peux pas vous présenter l'entièreté de la démonstration. Je vais juste vous présenter quelques exemples pour voir la puissance de la rhétorique transhumaniste. Et donc, on a organisé ce discours-là en identifiant 4 topoi. Il y en a d'autres, mais c'est les 4 sur lesquels on a travaillé parce qu'il semblait s'imposer, soit celui du progrès, de la nature humaine, du devoir moral et citoyen et de la liberté. Alors, comment ça fonctionne? Bien, évidemment, le topos du progrès, il est évident. C'est un procédé argumentatif basé sur une évidence. Depuis les débuts de l'humanité, le progrès a régi le développement, l'évolution de l'être humain. Même le progrès, étymologiquement, c'est l'action d'avancer. On va par en avant.
si on va par en avant, c'est nécessairement mieux, donc un caractère amélioratif, donc comme si le progrès était inéluctable, et non seulement inéluctable, mais qu'en plus, il était nécessairement bon. Donc, on se doit d'aller vers le progrès de toujours plus, toujours mieux. Donc ça, c'est une idée qui est très ancrée en nous et avec laquelle on est très conditionné par rapport à la technologie, ne serait-ce que les ordinateurs toujours plus puissants, les consoles plus puissantes, etc., etc. On est toujours dans plus de puissance. Évidemment, une autre manière de penser le progrès, c'est avec un procédé argumentatif par gradation. Et là, les transhumanistes sont extrêmement bons pour utiliser ce procédé-là, utilisent vraiment très, très souvent la gradation. Et donc, évidemment, on y va d'un énoncé à l'autre. Et au premier, on dit oui, au deuxième, oui, au troisième, on commence à se dire, ben, mais la marche est tellement peu haute par rapport au précédent. Puis finalement, on se retrouve à la fin à dire oui à quelque chose où on n'était pas du tout d'accord a priori. Et ça, c'est un procédé qu'ils utilisent vraiment souvent. Et là où ils sont très forts, c'est de nous dire, ben, rien ne distingue un atome biologique d'un atome synthétique. Hein? Au point de vue atomique, c'est pareil. Donc, quel serait le problème au point de vue cellulaire, que ce soit des cellules synthétiques? Ah oui, c'est vrai, entre l'atome et la cellule. Et là, ben, si la cellule est synthétique, ça serait quoi le problème que ça soit au point de vue organique, qu'on ait des organes synthétiques? Ben oui, ouais, peut-être. Là. Déjà, on a le défibrillateur, le fameux pacemaker. Oui, OK. Alors, ben, si on accepte les organes synthétiques, on devrait accepter un corps synthétique. Et puis finalement, là, on se retrouve avec des corps entièrement synthétiques par ce procédé-là de gradation. La même chose, bien évidemment, pour les transhumanistes, le corps humain est faillible. On doit améliorer le corps humain. On a trop de défauts et puis il faut l'améliorer, il faut le modifier pour le rendre meilleur. Et donc, reprenant exactement la même stratégie par gradation, bien, si on accepte le stimulateur ben, pourquoi on n'accepterait pas les cyborgs, donc changer les morceaux qui ne fonctionnent pas sur nous, hein, un après l'autre. Et puis finalement, ben, si là, on a une moitié de corps machinique, pourquoi on n'aurait pas un corps entièrement machinique? Puis là, ben, tant qu'à avoir un corps, ben, libérons-nous de cette machine et faisons le fameux téléversement de l'esprit, donc le mind uploading. Donc, rentrons tous nos esprits dans cette super machine puissante, réseautique. Et voilà, on aura le corps, tous les défauts du corps humain vont être surpassés et nous serons tous au sein du très grand réseau numérique. Donc, ils vont procéder exactement de la même manière avec le topos de la nature humaine, hein, c'est-à-dire que nous serions naturellement enclins à vouloir nous améliorer. Hein, ça serait depuis les débuts de l'humanité, encore une fois, hein, on a inventé l'écriture pour s'améliorer parce que, bon, ça a conservé certaines pensées, ça nous a aidé à calculer. Ensuite, on a inventé les écoles, les universités, etc. Donc, c'est une manière naturelle pour l'être humain d'évoluer. On est toujours dans cette évolution-là. Et donc là, on va fonctionner avec un argument rhétorique par ancrage, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va renvoyer à nos propres pratiques de récepteurs. Alors, on va nous dire, bien, vous utilisez bien l'enseignement pour améliorer vos capacités cognitives, vous êtes allé à l'école, vous favorisez l'université, donc vous modifiez votre cerveau avec l'école. L'informatique le fait énormément, ne serait-ce que les courriels, les Wikipédia, etc. Vous avez modifié vos capacités cognitives. Ben, c'est la même chose avec les drogues nootropiques, qui sont des drogues qui améliorent les capacités cognitives. Et pourquoi pas la même chose avec, évidemment, le téléversement de l'esprit. Quelle est la différence entre aller à l'université et téléverser son esprit dans le fameux réseau? Donc, vous voyez, ils ne vont pas voir qu'il y a un problème. Là, il n'y a pas plus de problème entre aller à l'université et téléverser son esprit. On place ça sur le même plan. Par la suite, un troisième topos, c'est évidemment celui du devoir moral et citoyen. Et là, très simple, si on en a les moyens, bien, on doit prévenir les maladies, la vieillesse, la mort. Et là, on nous renvoie en disant, bien,
non, vous n'êtes pas pour les développements technologiques, alors vous êtes pour la vieillesse, la maladie et la mort. Donc, vous voyez le cul-de-sac là, intellectuel dans lequel il nous place. On se doit d'améliorer la condition humaine pour le bien-être des gens. Et donc, on doit aller du côté du développement de toutes ces technologies pour participer au mieux-être. C'est notre devoir citoyen. Et donc là, on va procéder par un argument dit de nivellement, c'est-à-dire que selon les Lumières, on a toujours voulu travailler dans direction de réduire les inégalités sociales. Bien, alors, on doit se faire de même en réduisant les inégalités biologiques. Ce n'est pas juste que nous ne naissions pas tous avec les mêmes capacités biologiques. Alors, on doit comme on le fait pour les inégalités sociales, pallier cette différenciation entre les êtres humains avec toutes sortes de techniques telles que l'optogénétique, hein, qui est carrément aller manipuler nos souvenirs. Hein. Alors, si quelqu'un a un stress post-traumatique, on va aller jouer dans ses souvenirs et comme par magie, il ne souffrira plus. Hein. Qui voudrait s'opposer à ça, empêcher quelqu'un de souffrir? Donc voilà, il faut aller vers l'optogénétique. La greffe de corps, là, avec le fameux Canavero, docteur Canavero qui s'est fait connaître par la greffe d'une tête, le transfert de conscience, et puis ben, finalement, on arrive toujours au téléversement de l'esprit, qui est quand même l'étape ultime, où nous serons tous dans le réseau. Donc, vous commencez à comprendre un peu comment on fonctionne rhétoriquement avec le transhumanisme. Et donc, le dernier topo sur lequel on a décidé de se pencher, c'est celui de la liberté. Hein? La fameuse liberté. Nous devrions avoir le droit de choisir individuellement, de s'auto-définir soi-même. Et ici, je fais juste un petit aparté pour que vous remarquiez le nom de Max More. Alors, évidemment, il s'est auto-donné ce nom-là. Et ce n'est pas par hasard, je trouve que ça symbolise tellement bien tout ce que représente le transhumanisme, donc Max More. Et donc, évidemment, un argument rhétorique d'autorité, encore une fois, en recourant au projet des Lumières, c'est-à-dire qu'on devrait avoir la liberté de s'autodéterminer et de se modifier, évidemment, hein, tout le corps physique, mais aussi l'esprit, le cognitif devrait pouvoir être modifié comme chacun le souhaite. Mais là, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que dans le projet des Lumières, le projet des Lumières est pensé, oui, avec un droit de liberté civile, mais au sein de la société. C'est nous tous ensemble, comme un commun, alors que comment la liberté est pensée, entre autres chez les transhumanistes, mais là, vous voyez le lien avec le néolibéralisme. Cette liberté-là, elle est pensée au point de vue individuel seulement pour le bien de soi-même, pour maximiser son intérêt à soi. Et ici, si ça vous intéresse, je vous renvoie aux excellents travaux de Nicolas Ledévedec sur le transhumanisme pour bien comprendre cette idée-là. Et donc là, ils vont nous fonctionner encore une fois par gradation. C'est un argument rhétorique qui maîtrise très bien en nous disant ben, les décisions privées ne relèvent que du privé. Donc, le mariage homosexuel, hein, la sexualité ne devrait pas nous regarder, ça devrait être chacun décide pour soi-même. Donc, la mère porteuse aussi, ça devrait être une décision privée. Donc, le clonage d'organes aussi. Donc, le téléversement de l'esprit. Et donc, on arrive finalement à se dire que le téléversement de l'esprit est une décision individuelle, que ça ne relève pas du collectif, que ça n'aurait aucune incidence sur le commun et la société, alors qu'évidemment, on se rend bien compte que ça en a énormément. Et donc, revenons aux sources de la tromperie du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce contexte-là idéologique qu'on veut nous cacher en nous disant non, nous sommes apolitiques, ce n'est que de la science, la technologie est neutre. En fait, on se retrouve dans un contexte de darwinisme social, d'élitisme, de négation du commun, d'un programme biopolitique, de solutionnisme, d'économie libertarienne de marché, d'occultation de la crise climatique. Il est assez étonnant que les transhumanistes s'intéressent autant au biologique pour l'éliminer, mais ne s'intéressent pas du tout à la crise climatique, donc à tout autre type de biologique. Et donc, cette occultation-là du politique, quand on regarde tous ces visages du transhumanisme, on ne peut que constater, et là, j'ai fait aucun effort, je vous le jure,
Ce n'est pas choisi et j'aurais pu en ajouter d'autres qui auraient tous été aussi blancs, aussi occidentaux et aussi dans le même âge et aussi la même classe sociale que ce que vous voyez là. On a très certainement un projet politique où la diversité est exclue. Et là, je vous mets d'autres transhumanistes, ou disons que peut-être qu'ils ne proclament pas transhumanistes, mais qui ont des activités en lien avec le transhumanisme et beaucoup de paroles en lien avec le transhumanisme, donc Musk, Page et Brin, hein, les cofondateurs de Google, le fondateur pardon, de PayPal, Patrick Friedman, qui est d'ailleurs le petit-fils de Milton Friedman, et donc là, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais qui a créé le Seasteading Institute, où là, on voit vraiment le néolibéralisme et le transhumanisme se lier. J'aurais pu ajouter Jeff Bezos d'Amazon, etc. Donc, vous voyez vraiment la Silicon Valley, ces hommes puissants qui définissent les technologies qu'on va utiliser, baignent dans cette idéologie-là transhumaniste en nous disant qu'il n'y a rien de politique là-dedans. Et là, je fais juste un petit clin d'œil aux sources du transhumanisme et de l'IA. Et bien sûr, je ne dis pas du tout que ces personnes-là sont transhumanistes, ça n'existait même pas à cette époque-là, mais c'est quand même aux sources donc, qui ont influencé. Donc, on est vraiment là, dans une certaine idée de la société où la diversité et l'inclusion n'est certainement pas présente. Donc, cette occultation-là du projet idéologique du transhumanisme par rapport à l'IA, bien, revenons à grand-maman qui s'est attachée à son robot, mais c'est plus juste une question de grand-maman avec son robot, parce que si ça, oui, elle peut avoir des affects vrais, mais c'est pas une question individuelle, au contraire de ce que veulent nous faire croire les transhumanistes, parce que maintenant, on va utiliser des robots pour remplacer des travailleurs et des travailleuses dans les centres pour personnes âgées. Ici, ça a été pris dans un centre pour personnes âgées. Et donc, dans un contexte où là, des robots vont remplacer des êtres humains pour s'occuper d'autres êtres humains, on est dans un contexte de néolibéralisme où on veut toujours couper, où ces grandes entreprises-là font des milliards sans cesse augmentants. Et donc, ce n'est pas une question individuelle, c'est une question sociale. On est rendu avec des robots avec une intelligence émotionnelle, des robots pour le bien. Donc là, on s'en va vraiment vers quelque chose où la rhétorique nous conditionne à accepter ces objets-là en occultant toute la réflexion qu'il doit y avoir. Qu'est-ce qu'on est en train de perdre quand on fait rentrer des robots dans des centres de personnes âgées? Et ça, on en parle très peu. Et revenons aux transhumanistes qui nous disent ben, que ce soit un robot ou un être humain, ça n'a aucune différence. Ce n'est même pas une question. On pourrait très bien discuter avec des robots ou avec des cyborgs. Où est la différence? Hein? Rappelez-vous de la réflexion par gradation. Et donc, ça pourrait être très bien des robots avec des robots. Et pourquoi pas tous des robots, hein? On n'a même plus besoin d'êtres humains. On va tout être téléversé dans la grande machine. C'est en fait la singularité, hein, le rêve, entre autres, de Kurzweil, mais il y a eu l'université de la singularité, tout un gros mouvement autour de la singularité où beaucoup de ces hommes riches et puissants ont adhéré, auxquels ils ont adhéré. Et donc là, il faut se poser la question bien, de ce transhumanisme-là par rapport à l'IA. On a une société qui serait profondément inégalitaire, où certains auraient accès à cette immortalité au sein de la machine, mais très certainement pas pour tous. Ça coûte extrêmement cher et on ne pense pas aux plus vulnérables de la société. En fait, on ne pense pas probablement aux 99% de la société. Et si je ne vous ai pas convaincu à travers mon discours, j'aimerais conclure avec une citation d'un des transhumanistes que je vous ai montré, Ben Derson, qui a été interviewé et à la question de lui demander bien, qu'en serait-il alors de ce que nous appelons des droits de l'homme, hein? Qu'est-ce qui va arriver aux plus vulnérables? Ben Derson va répondre, et là je me permets de lire, je m'excuse, c'est un peu long, mais il faut suivre. Les gens avec l'intelligence, l'éducation et ou les richesses pour augmenter leur corps et leur cerveau deviendront une espèce qui aura les pouvoirs très supérieurs à ceux de l'espèce humaine. Je parle de l'évolution dans le sens darwinien du terme. Les gens qui, pour une raison ou une autre, n'évolueront pas dans le même sens, s'ils existent, deviendront l'espèce inférieure, incapables de survivre ou ne pouvant survivre que pour servir d'esclaves ou de viande pour les autres, comme les vaches aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci beaucoup. C'était super, très stimulant. J'ai écrit tellement de choses là. Ça nous stimule d'autant plus que l'un des thèmes qui nous regroupe, qui nous anime, c'est la question donc, de la tromperie, mais du point de vue de l'intentionnalité. Alors, puisque je commence, je pourrais même ouvrir un peu la discussion là-dessus. Tu as très bien montré que la rhétorique mobilisée par les transhumanistes vise en quelque sorte à naturaliser certaines représentations, qui mériteraient justement qu'on les critique et qu'on les discute. Et moi, ma question, c'est jusqu'à quel point en fait ces gens-là trompent de manière intentionnelle ou jusqu'à quel point ils croient ce qu'ils disent. Parce que c'est très intéressant quand on lit, par exemple, les discours de certains qui participent à ce mouvement-là. On a vraiment l'impression qu'ils sont à 100% dans ce qu'ils sont en train de dire. Ils croient vraiment aux différentes idées, aux différentes représentations, aux différentes valeurs qu'ils sont en train de véhiculer. Donc, jusqu'à quel point, c'est ça qui m'intéresse, c'est jusqu'à quel point ils sont dans ce travail d'occultation des rapports de pouvoir, des rapports de force, dans la mesure où ils baignent dans un milieu pour lesquels, dans lequel toutes les choses que tu nous as présentées relèvent d'évidence. L'idée que, bah oui, il faut lutter contre la mort, il faut lutter contre la vieillesse, il faut lutter contre… Donc, je lance la question un peu comme ça, puis après, on prendra dans l'ordre les questions de Jean-Marc et de Gabriel ensuite. Bien, il y a certains, je l'ai dit au début de la présentation, j'ai parlé du transhumanisme, hein, mais il y a des courants au sein du transhumaniste. C'est sûr que le courant américain, là, vraiment très néolibéral, très axé sur la liberté individuelle, là, eux, moi, je pense, sont très, très conscients de ce qu'ils font, puis je vais revenir là-dessus. Mais juste pour spécifier qu'il y a eu une espèce de retour un peu du balancier en Europe et un courant, disons, plus humaniste, entre gros guillemets, du côté européen, justement pour dire comment on pourrait penser le transhumanisme, mais de manière plus égalitaire, plus inclusive et penser justement à une société du commun, ce qui est plus propre à la pensée européenne. Hein. On le voit par exemple avec les lois sur la collecte de données personnelles, là, donc la loi européenne sur la protection des données personnelles. La loi a été pensée en fonction de protéger les plus vulnérables, alors que les mouvements en lien avec, par exemple, la collecte de données personnelles aux États-Unis, c'est plus de dire que chaque individu devrait avoir le droit de gérer ses propres données. Et donc, ça aussi, ça symbolise bien la manière dont c'est conçu. Et donc, il y a des mouvements transhumanistes d'Europe, entre autres de France, qui ont essayé de mettre ça de l'avant, mais demeure néanmoins au cœur un problème, c'est celui de l'économie, c'est-à-dire, et de l'écologie. Hein. L'écologie, on n'en parle juste pas, là, ou peut-être récemment, là, puis j'ai pas vu, là, mais jusqu'à tout récemment, on n'en parlait pas. Donc, on ne parle pas d'économie, on ne parle pas d'écologie. Et là, on parle de techniques qui seraient neutres et on essaie de dire qu'il faudrait la rendre accessible à tous sans se poser les questions de base de savoir qu'est-ce que le progrès, est-ce que c'est vraiment un progrès, est-ce qu'on en a vraiment besoin, jusqu'où on va, etc. Et ça, c'est des questions qui sont complètement occultées. Et donc, pour revenir à l'intentionnalité, moi, je pense que très certainement de nombreux transhumanistes, surtout des États-Unis, il y a une intentionnalité. On sait que certains qui développent les technologies actuelles vont protéger leurs enfants de ces mêmes technologies-là en disant non, elles sont trop nocives, mes enfants n'y toucheront pas, mais les enfants des autres, ça va tant que je fais de l'argent. Donc, ça pour moi, c'est un signe qu'il y a une intentionnalité, mais tout aussi les investissements qui se font dans ce sens-là, qui sont réguliers. Hein, puis, présentement, chez Alphabet, il y a des laboratoires secrets où ils se développent des trucs où Kurzweil travaille depuis de nombreuses années. Donc, oui, il y a une intentionnalité. Tous ces groupes-là, néolibéraux aussi, qui vont travailler à une dérégularisation. Donc, ils vont essayer de détruire l'État pour minimiser l'intervention étatique. Et ça, c'est très intentionnel. Il y a une visée politique qui est là, mais tout ça au nom de la technologie pour le bien-être commun. Donc, intentionnalité, oui, ce sera ma réponse. Merci pour ta réponse. Alors, je cède la parole à Jean-Marc.
Oui, merci beaucoup, Maud. C'est très stimulant, très interpellant aussi, hein, comme présentation. Je pense que c'était l'objectif. Je voudrais peut-être deux éléments. La première, c'est que bon, moi, je fais partie du mouvement intermédial, enfin du groupe intermédialiste, et je dirais que donc qui est né à peu près dans les années 90, quoi, qui s'est développé dans les années 90. Et pour les intermédialistes, c'était même un fondement que, effectivement, la technologie n'est pas neutre. Et donc, il y a c'est parallèle, si vous voulez, au discours que vous développez, mais ça fait à peu près au moins 30 ans, si vous voulez, qu'il y a ce travail sur la matérialité et la technologie, et on voit la technologie, elle est ce qu'on en fait, quoi. Elle est pas neutre. Mais en fait, je voudrais quand même faire une remarque plus importante. C'est vous parlez beaucoup de transhumanisme. Je suis pas un spécialiste du tout du transhumanisme, mais j'imagine qu'au sein du transhumanisme, il y a aussi des courants contradictoires. Et également, ce que je voudrais dire, c'est que alors j'ai peut-être mal suivi, mais j'ai pris beaucoup de notes et puis peut-être j'en ai manqué. Mais vous faites je dirais pas un amalgame, mais vous liez en tout cas transhumanisme et intelligence artificielle. En tout cas, il y a souvent un lien entre les deux de ce que j'ai perçu. Alors, je voudrais peut-être insister sur un élément. Je participe en tant que chercheur et en tant que chercheur du groupe Arcane à un projet actuel qui va devenir un projet théâtral. Donc, je ne peux pas donner de détails parce que c'est encore en préparation, mais qui va devenir une pièce de théâtre présentée ici à Montréal sur l'intelligence artificielle et qui est fondée qui a pour but, en fait, de discuter de ce qu'on appelle la Déclaration de Montréal, donc qui est une déclaration qui a été créée, qui vient du monde de l'intelligence artificielle, des gens d'intelligence artificielle qui sont associés à des juristes, des philosophes, des éthiciens, etc., et qui justement soulèvent toutes ces questions-là, qui disent l'intelligence artificielle, ça peut être très bon, ça peut être très mauvais, et qui ont donc adopté cette déclaration en 2018, donc il y a une vingtaine de personnes, déclaration qui je pense, se répand dans d'autres pays, et en fait, établit un certain nombre de principes, il y en a 10, qui couvrent à peu près tous les champs que vous avez abordés, sur en fait, du bon usage et du mauvais usage de l'intelligence artificielle. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au sein de l'intelligence artificielle, du monde de l'intelligence artificielle, des penseurs et des gens qui le conçoivent, il y a vraiment ce souci des débordements, des dérives, etc. Et donc, enfin, c'est pas noir et blanc. Alors, je ne dis pas que ce que vous avez dit est noir et blanc, mais je voulais apporter cette information-là parce qu'au sein de l'intelligence artificielle, il y a vraiment c'est cette préoccupation de l'utilisation qu'on en fait, des dangers qu'elle comporte. Oui, absolument. Ben, j'étais là à la fondation de cette déclaration-là de Montréal, là. Donc je l'ai défendue, donc je la connais très bien. Et je suis tout à fait d'accord. Là, la thématique était l'IA, parce que je pense que c'est une technologie qui va s'imposer, puis qu'il va y avoir de nombreux effets qu'on ne mesure même pas encore présentement, là. Donc, je pense que c'est important de s'y pencher. Puis, souvent, les présentations que je fais, je parle de la philosophie de la technique, là. Donc, depuis Heidegger, Simondon, Ellul, etc., là, il y a une réflexion justement sur la non-neutralité de la technique. Là, donc, ça fait très longtemps. Donc là, j'ai monté un courant et je l'ai appliqué à l'IA. Mais bien sûr, je ne dis pas que l'IA est transhumaniste. Là. Je dis qu'est-ce que l'IA selon l'idéologie transhumaniste, comment les transhumanistes voient, perçoivent, conçoivent et cadrent l'IA. Et c'est ça qui est important, c'est que les transhumanistes sont dans des positions de pouvoir pour venir non seulement définir la technologie, mais aussi la commercialiser et le langage marketing, dont les métaphores du cerveau-machine, mais d'autres types de métaphores s'imposent à nous. Et à un moment donné, on l'intègre tellement, ne serait-ce que le nuage, hein, on met ça dans le nuage comme si c'était vaporeux, que ça n'existait pas et que ça n'avait pas d'incidence sur le physique, l'environnement et l'humanité. Donc, c'est là où je mets un petit drapeau rouge de dire, attention, si les transhumanistes sont en train de cadrer, de créer le cadrage
de notre imaginaire social sur qu'est-ce que l'IA, ça va avoir des conséquences. Ne les laissons pas cadrer la manière dont on veut le percevoir. Reprenons le pouvoir sur la définition de l'IA, mais aussi la manière dont on va la construire, parce que là, on parle d'usage, comment on va faire des usages, mais il faut aller en amont. Il ne faut pas que ce soit tous des hommes blancs, éduqués, riches, occidentaux qui développent la technologie, parce que c'est déjà là, il y a une tendance idéologique qui s'impose dans le développement lui-même, avant même de réfléchir aux usages. Donc, c'est là où je mets un drapeau de dire, puis je m'excuse si j'ai laissé croire que je critiquais l'IA, mais c'est ça, c'est toujours le risque. Hein? Dès qu'on pose une critique sur la technologie, on remonte au ludisme, là, comme si on était tous des ludites, alors que non, pas du tout, au contraire. Mais au contraire, j'aime tellement la technologie, je ne veux pas que ce soit les transhumanistes qui en définissent l'avenir et le cadrage par lequel on va construire les discours et ultimement l'imaginaire. Puis pour l'instant, ben, les transhumanistes ont énormément de pouvoir législatif, économique, discursif, journalistique, marketing, etc. C'est eux qui s'imposent là, dans notre discours social sur l'IA. Excellent, merci pour ta réponse. Alors, on a encore 3 questions et on se limitera à 3 questions, pas plus. Gabrielle, c'est... Elle vient de Non, on disparaître. ne t'entend pas. Oui, très bien. Celle qui s'occupe de la technique oublie son micro. Très bien. C'est pas forcément une question plutôt qu'un commentaire. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation qui, malgré tout, m'a fait violence parce que je remarque que c'est un sujet pour lequel je développe une anti-curiosité, tellement le sujet me fait peur et probablement me plonge dans des angoisses de questions d'humanité. Alors, on parlait beaucoup de corps malade et de l'idée, c'est vraiment de pallier à ce corps qui défaille et que cet esprit qui est éternel au final. Mais on parle très peu finalement aussi des maladies de l'esprit, des pathologies. Et est-ce que justement, quand on est dans une pensée de téléverser nos pensées, est-ce que ça vient également avec ces faiblesses? Parce que nos cerveaux, eux aussi boitent, il manque des bouts de doigts et puis il y a des cicatrices, des traumatismes. Et mine de rien, j'imagine que le logiciel qu'on veut faire à travers ça, il y a des moyens qu'on nous cache aussi que c'est pas finalement tout rose et que c'est pas le corps malade et l'esprit en santé et tout blanc, quoi. Donc voilà. Oui, ben c'est entre autres l'optogénétique. Je sais qu'il y avait énormément de matière dans ma présentation, puis je passais vite sur des points, mais c'est ça, c'est d'aller jouer justement sur les maladies de l'esprit pour nous guérir. Et donc, à partir du moment où on peut jouer sur l'esprit, à partir du moment où on considère que l'esprit est comme une machine avec des blocs comme ça, ben on peut aller les réparer. Donc, oui, c'est un esprit parfait au sein d'une machine parfaite, puis il y a plus, c'est ça, il n'y a plus de corps biologique, il n'y a plus de biologique, donc tout peut être parfait et immortel, évidemment. Donc oui, c'est pris en ligne de compte, là. On n'amène pas des maladies avec nous, là. On peut même reconfigurer nos souvenirs. C'est ça qui est merveilleux. Quel beau programme. Ça donne Marianne? Oui, merci pour la présentation, c'est super enrichissant. Je me demandais si, dans le fond, le transhumanisme féministe pourrait être une possibilité de détournement de l'intentionnalité néolibéraliste blanche et masculine. Puis, est-ce que tu as des références peut-être que tu pourrais nommer parce que ça m'intéresse beaucoup? Je ne pourrais pas nommer à chaud comme ça. Il y a très, très peu de femmes dans ce domaine-là. Là, on voit certaines scientifiques de temps en temps, mais pour vrai, ceux qui définissent. Mais encore une fois, peut-être que récemment, il y a plus de littérature de ce côté-là. Là. Mais pour moi, ce ne serait pas là la solution. Ce n'est pas dire rajoutons quelques femmes, quelques minorités dans ces transhumanistes-là pour le rendre plus égalitaire. Je pense qu'au fondement, il y a vraiment des questionnements qui concernent l'humain qui doivent être remis en question au-delà de ceux qui vont les penser. Là.
Donc, non, je ne pense pas que ça soit une voie qui soit profitable d'envisager de simplement le positionner dans un cadrage féministe. Merci. Merci. Sylvie? Oui, merci. J'avais un petit peu la même question. Merci Maud, c'était passionnant. Ce qui est vraiment frappant, c'est que dans la galerie de portraits, il n'y a pas une femme. Donc ça, c'est vraiment très, très frappant. Donc tu as déjà un peu répondu sur la question, est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas du tout? Et peut-être un peu plus loin, est-ce que ça témoignerait qu'on ait une vision de la vie différente biologiquement et intellectuellement entre les hommes et les femmes? Et est-ce que ça veut dire que si les femmes développaient des technologies, elles seraient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui? Oui, ça, sur ce point-là, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas juste réfléchir aux usages de la technologie en disant la technologie est neutre, essayons de penser les bons usages. Je pense qu'il faut penser la question de qui crée la technologie. Là, je cherche la personne qui a posé la question, elle est déconnectée? Non, je suis là. Oh, pardon. OK, je m'excuse, je cherchais dans mon écran, ça bouge Non, toujours. Bon, pardon, Sylvie, je cherchais votre nom. OK, donc, on est porté à chercher les yeux, hein, on est dans la communication. Donc, oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut repositionner la question de vraiment qui produit les technologies, puis qu'il y ait des équipes de production, de développement qui soient diversifiées, inclusives, parce que je pense que déjà là, elles seraient pensées pour tous et toutes de manière plus inclusive en amont. Ce n'est pas juste en aval que là, il faut s'adapter, parce qu'on sait qu'on s'adapte beaucoup aux technologies, hein, plus que les technologies s'adaptent à nous, hein, et on le sait, entre autres avec le cellulaire, à quel point on s'est adapté très vite à ce petit bidule. Donc, si on est en amont, si on met des équipes de développement plus inclusives, plus diversifiées, avec une réflexion éthique, une réflexion sociale, une réflexion du commun, en amont, moi, je pense que ça va se refléter dans les technologies elles-mêmes. Et là, on ne se posera plus la question du bon usage ou du mauvais usage. Les technologies informent déjà une manière d'être, un comportement, une manière de penser. Et donc, ça va être inscrit au sein même de la technologie. Puis là, on pourrait aller d'une coche de plus et de l'inscrire aussi dans la manière dont on en parle. Et là, j'insiste à nouveau sur le marketing. Le marketing a un énorme pouvoir de configurer comment on va considérer les technologies. Et donc, quand on en arrive, là aussi, je l'ai montré rapidement, mais à parler de technologies qui sont bonnes, des robots qui sont bons, qui sont good for the good, pour le bien de l'humanité, qui ont de l'intelligence émotionnelle, qui ont c'est sûr que ça informe déjà la manière dont on va en passer, dont on va les considérer. Donc, là aussi, je pense que dans les équipes de marketing, ils devraient, là, je sais qu'ils sont plus diversifiés, mais il devrait y avoir une réflexion là, éthique, puis de peser le pouvoir qu'ils ont sur nos imaginaires collectifs. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. Merci. Eh bien, maintenant, je cède la parole à Sofiane Audry, professeure à l'École des médias, Université du Québec à Montréal. Sofiane co-dirige le réseau international Hexagramme pour la recherche-création en art, culture et technologie. À la fois artiste et scientifique, son travail explore les comportements d'agents hybrides à la frontière de l'art, de l'intelligence artificielle et de la vie artificielle à travers des œuvres et des écrits. Son livre « Art in the Age of Machine Learning », publié en 2021 au MIT Press, se penche sur les pratiques artistiques de l'apprentissage automatisé. Ces projets artistiques se déploient à travers de multiples formes telles que la robotique, l'installation, le bioart et la littérature électronique. Sofiane, c'est à toi. Bon matin tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là, puis je remercie vraiment d'abord Fabien pour l'invitation à participer à cette présentation, cette conférence, et aussi à ma collègue Maude pour avoir présenté le transhumanisme. Ça va m'éviter d'avoir à le faire parce que je dois vous dire que c'est vraiment assez loin de ce que je considère ma spécialité. Par contre, je pense que je peux quand même en dire beaucoup. Puis peut-être juste avant de commencer,
je vais quand même dire, je vais quand même émettre une opinion peut-être informée et bon, comme académique, j'essaie d'avoir des propos quand même nuancés, mais juste pour que les gens ici, pour que peut-être ça va vous permettre de respirer un peu puis de ne pas aller tout de suite vous sauver dans votre bunker là, pendant ma présentation. Le transfert, le transfert des cerveaux dans le cloud, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, on s'entend, mais elle est absolument farfelue. On parle du domaine vraiment de la croyance et comme le premier intervenant, je m'excuse, j'ai oublié votre nom, monsieur, mais vous parliez du domaine de l'intelligence artificielle. Effectivement, les gens qui œuvrent dans ce domaine-là, pour la grande majorité, quand même rejettent cette idée qu'on pourrait déjà, à court terme en tout cas, transférer nos cerveaux donc numériser finalement notre pensée. Mais même en théorie, même si déjà en pratique, on peut penser que ce serait un problème qui serait l'équivalent de peut-être de... C'est le genre de problème qui fait partie peut-être de la même catégorie de le jour où on aura colonisé une autre galaxie, il y aura peut-être des problèmes d'approvisionnement de je ne sais pas quoi. Bon, ben, c'est un peu dans la même catégorie de problème déjà, là, parce qu'on est vraiment, si c'est même possible, on est vraiment, vraiment loin de ça. Puis on s'entend, c'est impossible. C'est pas. Il faut vraiment, vraiment avoir un esprit. Il faut vraiment, vraiment penser comme quelqu'un d'extrêmement réductionniste pour penser à ça, aujourd'hui du moins. Ceci étant dit, cette idée, elle vient aussi, il ne faut pas sous-estimer quand même une chose, c'est que l'informatique, c'est quelque chose qui est apparu donc, dans l'après-guerre et qui est extrêmement, extrêmement puissant, extrêmement... donc, il y a une capacité d'autonomisation qui est quand même assez impressionnante. Et quand c'est apparu, même dans les tout débuts de l'informatique et donc de l'intelligence artificielle dans les années 50, c'est certain que ça a disons, ça en a excité plus d'un. Et cette excitation a perduré quand même pendant un certain temps, en particulier cette idée qu'on pourrait, par exemple, que l'intelligence serait un principe qui serait purement désincarné, qui pourrait être purement désincarné. Aujourd'hui, ça a été vraiment, vraiment remis en question, mais bon, ça reste quand même dans notre culture, dans notre imaginaire. Voilà, je vais juste mettre les pendules à l'heure pour que vous pouvez respirer. Inquiétez-vous pas, on va pas transférer nos esprits dans le cloud. Google ne va pas posséder un droit de copyright sur nos esprits demain matin. Par contre, il y a des problèmes évidemment très contemporains par rapport à l'intelligence artificielle. Et évidemment, comme Maude le soulève, il s'agit quand même d'un mouvement qui vient soutenir un ensemble de croyances dans la communauté, qui prend diverses formes. Et dans le monde de l'intelligence artificielle, il y a quand même une forme que ça prend en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de personnes du domaine qui croient que le deep learning, donc la technologie qui a été développée, qui explique un peu le breakthrough là, du milieu des années 2000 et l'industrialisation rapide de l'intelligence artificielle à partir de 2010. Donc, que le deep learning serait un peu, on aurait solutionné, en fait, qu'on aurait, soi-disant, découvert avec le deep learning là, pas mal tous les éléments concernant qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine et que tout ce qui resterait à cette étape-ci, c'est d'avoir juste plus de données, une plus grosse capacité de calcul. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu. Mais même cette communauté-là, je ne suis pas sûr qu'elle croit nécessairement au transfert des esprits.
Bon, moi, je vais vous parler peut-être d'un sujet qui est corollaire au transhumanisme et qui touche quand même à l'intelligence artificielle et qui est un peu plus dans ma cour, qui est le domaine de la création, de la créativité, principalement artistique. Et qu'est-ce que cette création, cette créativité-là pourrait, qu'est-ce que ça pourrait signifier de penser une créativité, des formes créatives qui vont au-delà de l'être humain. Et comme Fabien l'a dit, donc je ne vais pas y revenir, mais j'ai publié un livre. Et, en fait, c'était la semaine passée, ou il y a quelques jours, cette semaine, en fait, c'était le premier anniversaire du livre, donc ça fait déjà 1 an qu'il est sorti. Et il y a quelque chose de nouveau, vraiment, même depuis l'apparition du livre, c'est l'apparition, donc déjà le domaine de la création à base d'IA changé, s'est transformé radicalement depuis 1 an, notamment avec l'apparition, principalement dû à l'apparition de ce qu'on appelle les systèmes prompt-based, donc c'est-à-dire des systèmes de génération d'images basés par le texte, où les gens peuvent facilement venir taper une expression, donc faire une demande. D'ailleurs, le petit background ici derrière, c'est moi qui l'ai fait avec une IA, donc j'ai demandé je voulais avoir un background pour mon Zoom, puis je ne sais pas dessiner, je ne sais pas prendre des photos. Donc, j'ai demandé quelque chose comme d'avoir un espace, un genre de office space avec la lumière de fin de journée, des grandes fenêtres, une petite plante aussi. J'ai ajouté ça après dans mon prompt et ça a été le résultat. Ça m'a pris à peu près 10 minutes à générer cette image. Je l'aime bien. Et évidemment, les gens qui sont un peu meilleurs que moi, là, qui passent un peu plus de temps, peuvent même aller jusqu'à gagner des compétitions, comme l'avait mentionné plus tôt Maud, d'ailleurs. Donc, Jason Allen, qui est finalement, en fait, je pense que c'est pas quelqu'un qui se définissait même comme un artiste, un informaticien, programmeur de jeux vidéo. Qui a gagné une compétition, donc je pense que c'était au Colorado, dans la catégorie des images quand même. C'était une catégorie d'images manipulées par ordinateur. Puis il a gagné la première place et bon, il y a eu, après, quand ils ont réalisé qu'il avait utilisé Midjourney, qui est un des systèmes les plus connus dans ce domaine, bon, les juges, il y a eu toute une espèce de scandale, les juges était un peu offusqué qu'une intelligence artificielle ait gagné la compétition. Mais en fait, ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui, par ailleurs, s'est défendu en disant, écoutez, moi, je n'ai pas menti. J'ai indiqué que c'était fait avec Midjourney. Et j'ai quand même passé quelques semaines à travailler avec cet outil. Donc, avant d'arriver à ce résultat, j'ai demandé toutes sortes de phrases, je les ai raffinées, il y a toutes sortes d'options avec cet outil-là. On peut voir ça comme un logiciel avancé de génération d'images. Mais mon point avec cette image, c'est pour vous dire, juste peut-être vous êtes vraiment pas dans ce domaine, moi je suis quand même assez près le domaine. Et ce qui se passe, c'est que ce à quoi on assiste, puis c'est ce que j'avais commencé à soulever par ailleurs dans mon livre, c'est que malgré le fait que l'art et la musique à base d'intelligence artificielle existent depuis aussi longtemps que l'intelligence artificielle, donc on parle des années 50, eh bien, aujourd'hui, quand on regarde dans les nouvelles ou dans les médias sociaux, ce qui domine, c'est ce que vous voyez, c'est ce type d'intervention. Le hashtag AI Art, si vous allez dans n'importe quel média social, vous allez trouver que des images qui sont générées souvent par des amateurs, par ailleurs. Et la communauté qui est un peu à la base il y a quelques années, là, qui avait commencé à s'intéresser pendant l'émergence des réseaux de neurones et tout ça à la créativité est un peu mise de côté face à une domination finalement des grands joueurs. Parce qu'évidemment, c'est il y a, bon, Midjourney, c'est pas tout à fait la même chose, mais comme il y a le premier outil de ce type-là, c'est DALL-E 2 qui est développé par OpenAI,
dans le domaine du texte, il y a le GPT-3 et tout ça. Google a aussi ses propres interfaces, Meta. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on assiste, et c'est un peu le propos de ma présentation aujourd'hui, c'est de voir que finalement, ce qui vient dominer le domaine, c'est très, très réducteur par rapport aux possibilités réelles qu'on peut atteindre en utilisant l'intelligence artificielle pour la création. Puis, donc, je vais essayer d'utiliser l'opportunité aujourd'hui pour un peu peut-être déjà faire un peu le tour des principaux enjeux, des principales opportunités, puis aussi d'essayer de voir comment on pourrait peut-être repenser autrement justement la création, appelons-la peut-être transhumaniste, je ne sais pas, je ne pense pas que c'est la même chose, mais en tout cas, la création au-delà de l'humain. Parce que c'est certain que quand, avec l'intelligence artificielle, on est quand même face à des outils, bon, certains les appelleront des outils, mais en même temps, ce sont des outils qui ont quand même une capacité d'autonomie, et je dirais d'autonomie créative même, qui est quand même assez importante, qui fait que finalement, dans la pratique, les artistes vont développer peut-être des relations ou des procédés qui sont quand même assez différents de ce qu'on pourrait retrouver dans des formes traditionnelles d'expression artistique, parce qu'il y a un certain degré d'autonomie justement qui est confié au système informatique. Donc, c'est un peu la critique que je vais faire aujourd'hui, c'est de montrer que, OK, toutes ces espèces d'outils qui sont de techniques, qui sont un peu à l'avant-plan, elles cachent derrière, en fait, plus que 7 décennies d'art et de musique, de littérature qui sont créées à partir de toutes sortes de techniques et d'approches qui touchent de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Je vais peut-être débuter avec mon exemple préféré du domaine j'y reviens beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment un exemple qui est assez emblématique, qui a été créé au début des années 90, donc qui nous un peu remet en question d'ailleurs le caractère. On a souvent l'impression que l'intelligence artificielle est arrivée avant hier, mais en 92, Nicolas Baginski, qui s'intéresse à la musique, qui est un luthier en fait, et un roboticien, amateur, là, donc un peu self-taught, autodidacte, va réaliser, donc il s'intéresse au système, à l'époque qu'on appelait connexionnisme, donc les réseaux de neurones qui n'étaient pas des réseaux profonds, mais qui étaient quand même des réseaux de neurones artificiels, donc capables d'apprendre jusqu'à un certain point. Et à la fin des années 80, il y a des publications qui émergent dans le domaine de l'informatique qui montrent qu'on pourrait, à partir de… qui montrent qu'on peut entraîner des réseaux de neurones sur des partitions de musique, et qu'ensuite, on peut les utiliser pour générer des nouvelles partitions. Donc, c'est déjà une forme qui vient ici du domaine de l'ingénierie de créativité, on pourrait dire, computationnelle. Et il y a une étude assez importante qui sort en 89, je pense, qui porte sur la génération à partir de musique blues. Donc, on entraîne, en fait, on a une base de données de table de notation, là, de composition de blues. On entraîne un réseau de neurones et ça génère du blues. Et Baginski regarde ça et se dit, mais en fait, ce n'est pas vraiment de l'art, ce n'est pas vraiment de la musique, ce n'est pas vraiment intéressant, parce que la seule chose que ça peut faire, c'est créer encore plus de ce qui existe déjà. Donc, on peut créer plus de blues qui va ressembler à d'autres formes qui existent déjà, mais il se dit, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que je veux apprendre quelque chose sur la musique. Je veux dépasser la musique. Donc, il y a peut-être aussi un sentiment ici, d'une certaine manière, transhumaniste, parce qu'il se dit, je veux dépasser la musique qui existe. Et comment je vais le faire? Je vais confier cette musique, cette composition de musique
cette création musicale à des machines. Il va créer Aglophane, qui est le robot que vous voyez à l'écran, son premier instrument qu'il appelle par ailleurs, il se garde de dire que c'est un robot qui joue de la guitare. Et c'est vraiment un robot guitare. Donc, parce que je n'ai pas besoin d'un Android qui viendrait jouer de la guitare. L'instrument lui-même et l'agent lui-même et l'artiste d'une certaine manière. Et il va utiliser un réseau de neurones non supervisé. C'est-à-dire que ce n'est pas Baginski qui va entraîner le système à jouer d'une certaine manière à partir de compositions déjà faites. Il va plutôt laisser le système, le robot jouer, s'écouter et se répondre à lui-même. Et c'est le début d'une aventure qui va durer plus de 2 décennies, dans laquelle éventuellement d'autres membres vont se jouer au band. Il va créer un band qui va s'appeler The Three Sirens. C'est particulier parce que quand j'ai écrit le livre, on m'a demandé, parce que parfois j'écrivais le nom en italique et parfois pas. Et au MIT Press, on m'a dit, quand c'est une œuvre, c'est en italique, mais quand c'est un band, ça ne devrait pas être en italique. Donc, ça a été un peu compliqué de négocier ça parce qu'effectivement, c'est à la fois des agents, donc à la fois des musiciens d'une certaine manière. Baginski va même prétendre qu'à un certain moment, il a quand même roulé pas mal avec le band et il les mettait dans des road cases, il les amenait d'une ville à l'autre. Souvent, il jouait les robots dans des clubs un peu partout en Allemagne ou en Europe. Avec d'autres bandes, des fois avec des humains, là, sur différentes scènes et tout ça. Puis lui-même dit qu'à un certain moment, il avait plutôt l'impression d'être leur caddie, donc même que l'artiste finalement. Et l'autre chose à mentionner, c'est que ce band, en fait, joue effectivement d'une musique qui est quand même assez étrange et qui évolue au cours d'une même soirée. Mais paradoxalement aussi, d'une certaine manière, reproduit peut-être par défaut ou par accident, qui sait. Baginski ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais apparemment que les robots ont finalement eux-mêmes développé une préférence pour le blues, improv. Donc, un retour à la case départ peut-être. Je vais juste introduire rapidement pour ceux et celles parmi vous qui sont ici, qui ne connaissent pas bien, j'aime bien faire cette petite présentation-là sur qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique, puis aussi peut-être les mythes qui entourent l'intelligence artificielle. Donc, juste essayer de déconstruire, de mettre un peu les pendules à l'heure. Donc, d'abord, l'intelligence artificielle, on a tendance des fois à se mélanger intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, qu'est-ce que c'est? Parfois, on les met un peu sur un pied d'égalité. Donc, il y a plusieurs définitions. Moi, celle que je retiens et celle avec laquelle je travaille, c'est que l'apprentissage profond, c'est un sous-domaine de l'apprentissage automatique, qui lui-même est un sous-domaine de l'intelligence artificielle, qui est un domaine très large et historique, donc qui finalement porte sur la recherche pour tenter de comprendre peut-être les principes de l'intelligence humaine ou du vivant, du moins, et de l'implanter dans des machines. Il y a aussi cette idée que le machine learning serait nouveau, donc petite remise peut-être juste mentionner que ça date, en fait, le terme est apparu dans les années 50 en même temps que, et l'art avec, on peut associer toutes sortes de mouvements artistiques qui vont aller en parallèle de cette histoire-là, en commençant par l'art cybernétique, l'art évolutif, l'art robotique, etc., etc. Donc, c'est loin d'être nouveau. Est-ce que l'apprentissage automatique peut créer de l'art sans artiste? Donc, ça, souvent, on va avoir tendance à nous présenter que c'est le cas, que c'est un peu un fait accompli, mais en fait, c'est très nuancé. Et la difficulté, le problème, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui des systèmes qui sont capables. C'est un peu le problème éternel de l'intelligence artificielle qui est le framing problem, un peu le problème du contexte. C'est qu'on est capable de générer des systèmes qui vont pouvoir, par exemple, créer des images
qui sont très belles, comme celles que vous voyez en arrière de moi. Donc, les gens peuvent juger en regardant une image un peu hors contexte. Oui, il y a une qualité artistique et tout ça, mais en même temps, c'est pas clair s'ils sont capables d'inventer des nouvelles formes artistiques, puis c'est pas clair non plus s'ils peuvent vraiment s'inscrire dans le champ de l'art qui, on le sait aujourd'hui, depuis le début du 21e siècle, en fait, du 20e siècle, est beaucoup relié au contexte dans lequel l'activité artistique s'inscrit. Puis bon, le dernier, je vais y passer, on pourrait bientôt surpasser la créativité humaine. On pourra, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a des bonnes raisons de croire que qu'on est assez loin de ça. Pourquoi le machine learning, d'où ça vient? Ben, quand on parle d'intelligence artificielle et qu'on veut programmer des machines à faire des choses qu'on fait ou comprendre ce que nous, on comprend, comme par exemple faire des choses comme parler, marcher, ben, le problème qu'on a, c'est que, puis c'est là d'ailleurs que le problème majeur, par exemple, avec l'idée de pouvoir transférer nos pensées dans le cloud, c'est qu'on ne sait même pas comment nos pensées se forment. On a très peu d'informations encore aujourd'hui sur le fonctionnement du cerveau. Puis il n'y a rien qui indique qu'on ne va jamais arriver à une définition ou à une représentation qui est assez précise pour pouvoir, de manière précise, transformer ces informations-là en symboles, parce que c'est ça que ça voudrait dire de faire un upload. Mais pour revenir à la question ici, là, on parle de système de règles. Quand on programme un système, on doit définir les règles logiques. Donc, par exemple, pour la marche à pied, ce serait un algorithme qui dirait « je vais mettre un pied devant l'autre et répète ». Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a toutes sortes de muscles, toutes sortes de situations aussi qui vont impliquer la marche. Si on ne prend que cet exemple-là, la marche, on parlait l'autre jour, j'étais à Oslo avant hier, puis on partageait ensemble avec les Norvégiens les joies de l'hiver et l'apprentissage de la marche en pingouin là, sur la glace. Donc, il y a toutes sortes de situations, en fait. Donc, la réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment on marche. On ne sait pas vraiment comment on parle. Mais on sait une chose, c'est qu'on sait qu'il fut un temps où on ne savait pas comment faire ces choses-là et qu'on a appris par essai-erreur avec de l'aide, donc petit à petit, à accomplir ces choses-là. Donc, c'est un peu l'idée derrière l'apprentissage automatique, en tant qu'approche de l'intelligence artificielle, c'est qu'on se dit plutôt que d'essayer pour chaque situation, de venir essayer de trouver les règles et de les encoder dans un système, essayons plutôt de comprendre comment on apprend. Si on comprend si on est capable de trouver les règles fondamentales de l'apprentissage ou en tout cas de s'en approcher, à ce moment-là, on pourrait laisser les algorithmes, les machines apprendre par elles-mêmes à partir d'exemples. Donc, c'est vraiment de ça que ça vient. Puis, je veux juste, à partir de ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence au niveau de la création artistique? L'argument que je présente dans mon livre, que je défends toujours aujourd'hui, c'est que si on veut comprendre comment les artistes peuvent travailler ou travaillent ou utilisent ou vont détourner par ailleurs les technologies de l'apprentissage automatisé. Si on veut comprendre ça, il faut retourner à ce que j'appelle la matérialité de ces algorithmes. Et peut-être un point de départ, c'est de regarder leur structure. Donc, comment ces machines-là se distinguent de d'autres types de machines ou de d'autres types d'algorithmes d'approche algorithmique. Et en fait, elles partagent, tous les algorithmes d'apprentissage partagent plus ou moins une structure tripartite, qui est quand même assez spécifique. C'est-à-dire qu'on a 3 éléments. Un modèle, d'abord, le modèle, c'est, que vous voyez ici à droite, c'est le programme, en fait. C'est le programme qui va prendre, par exemple, en input une image et qui va nous dire en output
s'il s'agit d'une image de chihuahua ou de muffin au bleuet. Ou qui va peut-être une machine qui est purement générative, qui va générer du texte, par exemple, ou qui va nous répondre. On envoie une question, on nous envoie une réponse. Donc, cette machine-là, dans l'apprentissage automatique, en fait, c'est ce qu'on appelle un modèle, au sens où c'est comme une modélisation réduite, donc on va vouloir aller extraire les éléments principaux d'un phénomène qui est observé par le système. Ensuite, ce modèle, au départ, il est un peu souvent aléatoire. Il ne performe pas très bien. Il dit n'importe quoi. On lui envoie une image de chihuahua, il dit bleuet, bleuet, il dit chihuahua. C'est assez aléatoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des données. Donc, par exemple, on va avoir des images de chihuahua et des images de muffin au bleuet. Puis, on va donner comme ça, envoyer ces images au modèle et le modèle va émettre une réponse et il va prendre une bonne décision ou il va se tromper. Et il y a à ce moment-là un algorithme d'apprentissage, qui est la structure qu'on voit ici dans l'image au milieu, qui va s'interposer, si on veut, entre les données et le modèle et qui va venir ajuster le modèle petit à petit pour que, à mesure que le temps passe, le modèle devienne de plus en plus performant, de plus en plus capable d'émettre des décisions de plus en plus précises. Donc, je vais passer assez vite sur le reste, un petit bout de la présentation. Je veux juste faire un petit survol en regardant chacun de ces éléments-là dans le contexte artistique. D'abord, au niveau du modèle, je vais présenter cet exemple-là des années 90. Adrienne Thompson qui avait créé un modèle, donc un modèle physique. Un modèle d'un processus décisionnel où c'est assez simple. En fait, il voulait créer un circuit imprimé qui allait pouvoir distinguer entre deux fréquences sonores, 1 kHz ou 10 kHz. Donc, vous voyez ici dans le graphique à droite, dans le diagramme, c'est dans le input, on envoyait un son et en output, en sortie, on devait avoir une valeur, par exemple, 1 ou en tout cas un voltage, on va dire, positif s'il s'agissait de la fréquence de 10 kHz. Et sinon, on envoyait un voltage de 0. Donc, c'est un circuit, on appelle ça des FGPA, c'est des circuits qui sont comme programmables, on peut les reconfigurer. Donc, physiquement, c'est des portes logiques qui se reconfigurent. Et Adrienne Thompson, ce qu'il a fait, c'est que plutôt que d'essayer de créer lui-même un circuit à partir de données, d'informations qu'il connaissait déjà, il a généré toutes sortes de circuits, mettons 1000 circuits aléatoires. Il les a testés, il a pris les 5-10 meilleurs et il a appliqué une procédure qu'on appelle d'apprentissage évolutif. Donc, c'est comme s'il a fait des croisements de ces circuits-là. Donc, il a appliqué une méthode d'apprentissage automatique pour que les circuits deviennent de plus en plus performants sur cette tâche-là. Et ensuite, ils ont regardé le circuit et se sont rendus compte que le circuit, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient, en fait, à peu près peut-être un très faible pourcentage, peut-être un quart des éléments qui étaient vraiment utilisés. Le reste était complètement déconnecté. Donc, il s'est dit, on va déconnecter tout ce qui n'est pas utile et on va pouvoir avoir un circuit beaucoup plus simplifié. Par contre, quand il a fait ça, le système ne fonctionnait plus. Et ils ont réalisé qu'en fait, ils devaient conserver certains des éléments dans le circuit qui n'étaient pas vraiment connectés, ou en tout cas qui n'avaient pas vraiment d'influence au niveau logique, mais dont le circuit se servait pour utiliser comme les micro-variations magnétiques, si on veut, afin de réaliser la tâche. Fait que le point que je vais mettre ici avec les modèles, puis c'est vraiment important dans le contexte de la création artistique et aussi de pour les audiences, pour les visiteurs, les gens qui consomment, qui voient l'art, c'est qu'il n'y a pas vraiment moyen de l'expliquer complètement rationnellement. C'est des systèmes qui sont très complexes et qui vont être plus des systèmes statistiques que des systèmes à base de règles. Alors, on doit, d'une certaine manière, apprendre à les connaître ou de manière plus incarnée, plus phénoménologique. Et ça a quand même un impact au niveau des possibilités, au niveau aussi du type d'expérience qu'on peut en faire. Dans l'œuvre que vous voyez ici, par moi-même et mon collègue Istvan Kantor, on a
entraîner un réseau de neurones textuel qui, sur des extraits de la philosophie d'avant-garde artistique du néoïsme, je vais vous passer les détails, mais essentiellement, ça fait une machine qui génère du texte live. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné une capacité pour le public de venir physiquement déconnecter et reconnecter des éléments du réseau de neurones. Donc, les câbles que vous voyez devant, chaque câble permet de déconnecter à peu près entre 10 et 100 000 connexions dans le réseau de neurones. Donc, à mesure qu'on déconnecte les câbles, le texte se met à se dégrader. Puis ce qui est assez fascinant, en fait, c'est que l'humain, l'œil, en regardant la machine, en regardant le texte défiler, en réalité, on se met nous-mêmes à reconstruire un peu le texte, où on se met à imaginer des nouveaux textes. Mais le point que je vais faire avec ça, c'est que quand les gens me demandent comment ça marche, quand je déconnecte tel câble, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que telle lettre va changer? En fait, moi, je ne peux pas répondre. Donc, c'est chouette. Je n'ai plus besoin de répondre. Je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, en fait. Donc, je dis toujours aux gens, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vous l'essayer. Il faut passer du temps avec pour essayer de voir, vous, qu'est-ce que vous voulez en faire. Je vais passer rapidement sur la question des données, quoi qu'elle est importante. Peut-être juste donner cet exemple-là. En fait, une des choses un des impacts qu'a le machine learning sur la création, sur le monde de la création, c'est que vient modifier la question du remix. On en a par ailleurs entendu parler beaucoup avec ces fameux algorithmes prompt-based, parce qu'on a dit, vous vous servez pour générer vos images de plein d'images qui ont été générées par des gens. Donc, en fait, c'est que ces algorithmes permettent de remixer une nouvelle forme de remix qui n'est plus du remix comme on le connaissait avant, c'est-à-dire c'est plus juste de prendre des images puis de les coller ensemble ou de prendre des échantillons sonores puis de les amalgamer. On peut carrément remixer des procédés transformationnels, des procédés génératifs, des styles. Prenons l'exemple ici à droite de Holly Herndon, qui l'année dernière a créé un modèle de sa voix et a remis sa voix avec une licence Creative Commons et vous pouvez créer vos propres œuvres à partir de sa voix. Donc, bon, elle le fait un peu d'une manière aussi parce que je pense, comme avec le remix, il y a à la fois un côté, disons, un côté good, un côté dark, c'est que le remix peut être quand même assez intéressant. Donc, on en fait du remix, on s'inspire les uns des autres, on se réapproprie toujours les choses que les autres font. Donc, il y a une richesse artistique dans l'humanité qui ne demande qu'à être augmentée. Et Holly Herndon a fait ce choix de se dire, OK, moi, ça ne me dérange pas utiliser ma voix faisant ce que vous voulez, mais bon, vous mentionnez quand même mon nom quand vous le faites. Mais à l'opposé, on a aussi, évidemment, tout le danger que ça peut représenter, évidemment, pour les artistes. Peut-être au niveau de la procédure d'entraînement maintenant, juste un point à faire sur la question de l'optimisation qui, je pense, est vraiment importante. Les algorithmes d'apprentissage font essentiellement une chose, c'est qu'elles optimisent un modèle pour que ce modèle devienne de plus en plus performant. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait penser, par exemple, donc, une idée un peu naïve pourrait être de croire, se dire, si on a à ce moment-là, si on était capable d'optimiser un système sur les préférences esthétiques d'un groupe de personnes, à ce moment-là, on serait capable de produire des images de l'art, le meilleur art possible. Le problème, c'est que l'art, c'est pas vraiment optimisant, mais ça n'existe pas le meilleur film ou la meilleure joke. Si on prend les deux meilleures jokes au monde et qu'on les mélange, ça ne va pas faire nécessairement une joke encore plus drôle. Aussi, un film qu'on aimait peut-être, à un moment donné, peut-être
décider qu'on ne l'aime plus ou qu'on préfère un autre. Donc, c'est vraiment très variable. Dans le projet que vous voyez à gauche ici, qui date de 2017, c'était une recherche où on avait généré des images à partir d'un système autonome et soumis ces images à un groupe un échantillon de personnes. On leur avait demandé, pensez-vous que cette image a été faite par un humain ou une machine? Donc, c'est le fameux test de Turing. Quand les images qu'on présentait étaient tirées du répertoire de l'expressionnisme abstrait américain, donc on parle par exemple de Jackson Pollock, les gens, en 85% du temps, disaient « c'est fait par un humain ». Donc, ils avaient raison dans ce cas-là. Quand les images venaient du système de Elgamal et al., du Creative Adversarial Network, les gens, à 53%, disaient « c'est fait par un humain ». Donc, ils se trompaient. Donc, leur système, d'une certaine manière, passait le test de Turing. Et ce qui est assez intéressant, encore plus que ça, c'est que quand les images qui étaient présentées étaient des peintures tirées de la dernière foire d'art à Bâle, qui est une des plus grandes foires d'art contemporain où les meilleurs peintres présentent leur travail, seulement 41% des gens disaient que c'était fait par un humain. Donc, ça démontre un peu à quel point les jugements esthétiques, et c'est toute la problématique de ce qu'on appelle la computationnalité, la computational creativity, la créativité computationnelle, pardon, qui est un domaine de l'intelligence artificielle qui s'intéresse directement à essayer de créer des œuvres ou que ce soit musical ou des images, quoi que ce soit, il y a ce problème-là fondamental de l'attribution de valeur. Qu'est-ce qui décide, où est la valeur esthétique, quand, encore une fois, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Je vais passer rapidement parce que je manque de temps. Je veux juste arriver en fait à les questions un peu plus qui m'animent un peu plus en ce moment. Donc, dans un contexte où justement on travaille et j'ai réalisé, je vais juste montrer un peu cette œuvre ici sur laquelle je travaille en ce moment avec ma collègue Rosalie Dumont-Gagné, où on essaie d'entraîner des robots, donc vous voyez, des espèces de robots sphéroïdes, des agents finalement autonomes qu'on entraîne en temps réel sur des tâches assez simples, et qui finalement, par essai-erreur, vont tenter vont tenter d'atteindre leurs objectifs et ça génère certains comportements artificiels. Fabien, peux-tu me dire combien de temps j'ai encore? Tu n'as plus de temps. J'ai plus de temps, c'était 30 minutes. Hein? Okay. C'est ça, mais tu peux encore prendre 5 minutes là. Je vais prendre 5 minutes. Ouais, bon, je vais faire une histoire. Je pensais que j'avais plus de temps, je m'excuse. Je pensais que j'avais 40 minutes. OK. Donc, les questions que je me pose, c'est quand on travaille avec des agents comme ça, où se situe la création? Comment est-ce que ça se passe? Qui crée? Et en fait, on pourrait déjà supposer une première, disons, l'état de l'art pendant longtemps dans le domaine de la créativité computationnelle, ça a été de dire, c'était basé sur la théorie de Margaret Bolden, c'est de dire que la créativité, c'était la nouveauté et la valeur. Ça prenait ces deux choses-là. Donc, si j'ai un lingot d'or, ça a beaucoup de valeur, mais ce n'est pas créatif. Et si je crache en l'air, c'est nouveau. Personne n'avait craché en l'air de cette manière-là à ce moment-là. Mais ce n'est peut-être pas de valeur. Peut-être que ça en a dans certains contextes, mais ça va dépendre justement du contexte. Dernièrement, il y a en tout cas, il y a Oliver Bond qui a écrit un super livre puis qui rejoint un peu mon idée par ailleurs par rapport à ça. Ce qui va dire, en fait, ce n'est pas tellement ça qui compte. Ce n'est pas si important d'où vient la créativité. Puis, la question de la valeur, de la nouveauté, elle évacue un peu le contexte qui est pourtant fondamental dans le champ de l'art. L'art, c'est une activité qui est située dans un contexte social, culturel, et c'est ça qui en définit la valeur. Donc, c'est la production située de nouveautés à laquelle on devrait s'intéresser. Donc, ce qui est plutôt important, c'est quel rôle à ce moment-là sont joués par les différents agents qui sont impliqués dans le processus créatif
et quelles relations sont créées entre eux et elles. Donc, on devrait peut-être redéfinir, c'est un peu ce que je propose, la création comme, non pas donc comme une espèce, et ça, inévitablement, ça évacue ou ça pose un sacré problème à l'idée d'une espèce de singularité, d'une espèce d'intelligence artificielle qui viendrait prendre la place de l'artiste. Plutôt, ce que je propose, c'est de dire, on est déjà, de toute façon, quand on crée, on est déjà impliqué dans une espèce de réseau. D'ailleurs, qu'on utilise des systèmes d'intelligence artificielle ou pas, on est en face de toutes sortes de contraintes, de collaborateurs qui peuvent être des humains, de matériaux, de procédés. Et peut-être qu'il faut plutôt évaluer comment toutes ces choses-là sont intégrées les unes avec les autres. Donc, il y a différentes positions qu'on peut prendre par rapport à ça. On peut se dire, on est en train de collaborer avec une machine. On est peut-être plutôt les jardiniers ou les artisans qui créent des bases de données pour entraîner des systèmes ou qui viennent ajuster petit à petit les trucs, donc sélectionner les meilleures productions qui ont été faites par des systèmes génératifs. On est peut-être aussi un peu dans une position un peu comme si on était en train de dompter un animal sauvage. Donc, quand on essaye, par exemple, de dompter un cheval sauvage, est-ce qu'on collabore avec le cheval? Est-ce qu'on a le contrôle complet ou est-ce que c'est le cheval qui a le contrôle complet? Ben non, il y a une espèce de processus itératif. Et pour aller un peu plus loin, et je vais terminer avec ça, il y a ce concept, puis pour moi, c'est un peu celui qui me parle le plus en ce moment dans ma propre pratique, quoiqu'il est imparfait, c'est ce concept d'apprivoisement. Donc, parce que on se trouve dans une position où on est face à des systèmes qui, jusqu'à un certain point, sont hors de notre contrôle, mais on n'a pas le choix, à force de regarder mes robots pendant des heures et des heures et des heures, on ne peut pas sortir d'une certaine manière, d'une certaine forme. On est humain, donc on ne peut pas complètement se désanthropomorphiser et inévitablement, on développe une relation, une forme d'empathie, pas nécessairement d'empathie au sens où on s'en fait pour le pauvre petit robot, mais plutôt une empathie au sens où on essaie de se mettre à la place de ce système-là. Et on ne peut pas forcer ça, on doit laisser de la place finalement à ces systèmes-là. On doit voir aussi comment nous, on peut se transformer soi-même à l'intérieur de cette relation-là pour arriver à nos objectifs qui ne sont pas toujours tout à fait définis dès le départ. Donc, ça nécessite de la part du créateur et je pense aussi de la part des audiences, des œuvres, de passer donc un autre rapport aussi à l'œuvre et au processus créatif qui est beaucoup moins ancré dans une approche de domination et qui est beaucoup plus proche d'une espèce d'apprivoisement, de nécessité de faire de la place finalement au phénomène en place, puis d'apprendre à se connaître finalement soi-même et les machines avec lesquelles on vit. Donc voilà, je vais arrêter ici. Merci beaucoup. Merci Sofiane, c'était passionnant. C'était passionnant. Là aussi, tout un tas de questions qui pop dans ma tête. En fait, je propose, enfin, il y a quelque chose qui m'est venu, surtout lorsque tu as présenté l'exemple de la personne qui voulait créer, qui voulait surpasser la musique, donc créer plus que du blues. Là, je pense qu'il y a un lien assez intéressant avec la présentation de Maud. Ça me fait penser à un philosophe critique de la technique, Gunther Anders, qui parle, j'aime bien ce concept-là, même s'il a peut-être pris quelques rides, de la honte prométhéenne, c'est-à-dire la honte de l'humain devant l'humiliante qualité des objets qu'il a lui-même créés. Alors, c'est cet artiste qui veut faire plus que de la musique, et puis finalement, l'IA finit par reproduire du blues un peu improvisé. En fait, moi ma question, je vais directement sauter sur ce concept d'apprivoisement, ça m'interpelle.
puisque, et comme tu l'as bien montré avec l'apprentissage automatique, les scientifiques et les artistes aussi sont confrontés au problème d'apprendre la machine à apprendre ou apprendre la machine à connaître. Est-ce que toi, en tant que scientifique et artiste, est-ce que lorsque tu utilises tes inventions, tes créations, est-ce que tu dois apprendre, c'est pas apprendre à créer, mais c'est-à-dire, est-ce que ça te force ça te déstabilise dans ton propre processus de création, c'est-à-dire, je dois apprendre la machine à créer, mais qu'est-ce que ça me dit sur moi-même dans ma capacité à créer? Tu vois, ce rapport, tu donnais l'exemple de, on doit apprendre les machines à marcher, et on se rend compte que pour nous, c'est intuitif, mais c'est pas si évident. Est-ce que ce problème se pose aussi, tu l'as dit, mais je voulais t'entendre un peu plus là-dessus, est-ce que ce problème se pose aussi dans ton propre processus de création, c'est-à-dire, comment je fais en sorte qu'une machine crée? Donc, qu'est-ce que la création? Donc, toujours réapprendre les mêmes processus. Ben, je vais tenter une réponse. Écoute, il y a un élément, il y a une dimension qui est assez fondamentale en fait à toute création, à tout processus créatif en art, en tout cas, peut-être même en sciences, mais en tout cas, définitivement en art, ça a été nommé de différentes façons. Moi, j'appelle ça la tension entre le contrôle ou l'autorat, donc la voix de l'artiste, donc le contrôle de l'artiste, et l'autonomie des systèmes qui sont en place, des procédés, des matériaux, et ça, on peut prendre toutes sortes d'exemples. J'aime bien l'exemple de Stanley Kubrick versus David Lynch. Kubrick, qui est plutôt donc chacun à l'opposé finalement de cet axe, cette dimension. Kubrick, qui pendant des années prépare un film, écrit des fiches et des fiches fait des recherches autour de son sujet, écrit le scénario, chaque scène est détaillée et il arrive, il choisit ses acteurs, il installe tous les trucs, tout est là et il tourne, il va prendre la scène jusqu'à temps qu'elle soit exactement telle qu'il la veut et qu'il la souhaite. Il était connu pour parfois tourner 100 fois à une époque où la pellicule coûtait hyper cher en plus, tourner jusqu'à une centaine de fois et il n'y avait aucun problème avec ça parce que c'était tant que ce n'était pas exactement comme il le voulait. Alors que David Lynch, à l'opposé, va arriver sur le plateau avec plus ou moins, toujours avec intentionnellement une idée assez imparfaite de ce qu'il veut pour laisser place, en fait, à ce que les choses arrivent et à donner place à son intuition sur le coup. Donc, c'est des approches diamétralement opposées. Puis, dans le domaine qui m'intéresse, dans lequel j'évolue, on retrouve ça aussi. Il y a même mais je dirais qu'on est quand même peut-être un peu plus du côté, en général, tous les artistes vont quand même aller vers ça parce qu'ils souhaitent laisser une forme d'autonomie à la machine. Donc, ils veulent exploiter cet effet de surprise, d'accident, mais d'accident qui n'est pas complètement aléatoire. Donc, on n'est pas dans les lancers de dés non plus. On est dans quand même des systèmes qui reproduisent en tout cas certains aspects de notre créativité ou de notre intelligence suffisamment pour qu'elles puissent justement nous suggérer en tout cas des nouvelles formes justement de musicales, bref, esthétique. Mais il y a une espèce ce qui est difficile à l'intérieur de ça, c'est que il y a une espèce justement de phénomène où en fait, on est souvent dans une espèce de sentiment que c'est entre la frustration et l'émerveillement, OK? Parce que 90% du temps, le système ne fait pas ce qu'on veut et ça nous frustre. Parce que, en fait, souvent, ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que le système nous génère quelque chose
révolutionnaire, en tout cas, qui est vraiment, qu'on n'aurait jamais prévu ou qui va nous amener ailleurs, mais ça arrive rarement et surtout, on ne sait pas comment y arriver tout à fait. Fait que nous-mêmes, en fait, on est, et tu l'as bien dit, en fait, en disant dans cette analogie, donc nous-mêmes, on se retrouve finalement, quand on fait quelques pas en arrière, on réalise que nous-mêmes, on est impliqués dans un processus d'apprentissage. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que comme artiste, il y a un moment où est-ce qu'il faut aussi, on réalise que c'est à nous aussi de changer. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui doit peut-être déplacer un peu notre perspective, puis accepter que ce qui nous est proposé par la machine, mais c'est ça. Il n'y aura pas d'autre chose que ça. C'est peut-être ça qui est intéressant. Merci beaucoup pour ta réponse. Jean-Marc? Oui, merci beaucoup, Sofiane. Je voudrais, d'abord, je ne trouve pas dans le livre la référence de Oliver Bond dont vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez nous la donner? Oui, ça s'appelle Beyond the Creative Species. J'en parle assez brièvement parce que malheureusement, le livre de Bond est sorti un peu, quand même, presque un an avant le mien. Mais par contre, au moment où j'ai comme terminé en tout cas dans le processus éditorial, je n'ai pas pu le lire, moi, avant d'envoyer si on veut, mon dernier draft. Donc, je l'ai ajouté un peu brièvement, mais je n'en avais pas complètement pris connaissance. Je vous le poste ici dans le… Donc, ce qui est intéressant du livre de Bond, en fait, c'est quand même assez étonnant parce qu'il y a deux livres qui sont sortis la même année chez le même éditeur qui traitent un peu du même sujet, mais c'est que la façon d'en traiter n'est pas du tout la même. Bond vient vraiment du domaine de la créativité computationnelle, il va beaucoup avoir un argument par rapport à la psychologie de la créativité puis la philosophie de la créativité. Donc, il base beaucoup plus d'un point de vue d'ingénieur et de scientifique. Il y a des points où ça se recoupe, alors que mon livre part beaucoup plus du point de vue de l'esthétique puis d'un ancrage un peu plus historique aussi par rapport à l'histoire de l'art. Donc, les deux sont, je pense, assez complémentaires, mais bon, vraiment un argument solide, je trouve, plus solide que le mien sur l'idée de créativité distribuée. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'avais une question pour la question. Moi aussi, je reviens sur le concept d'apprivoisement. Est-ce que, juste pour être clair, est-ce que c'est un concept qui s'applique au créateur, à la créatrice, dans son rapport avec disons, le dispositif ou les systèmes, ou est-ce que ça s'applique aussi à l'usager, usagère bref, quelle est la portée du concept et ça renvoie à quelque chose une chose qu'a dit Maud un peu plus tôt, sur laquelle on n'est pas revenu, c'est la question des affects et en fait, de cette idée que la seule chose qui est absolument vraie, de toute façon, ce sont les affects. Alors, c'est ça, ma question, c'est est-ce que ça concerne aussi les usagers et comment les affects sont, parce vous parlez d'empathie en quelque sorte, comment les affects quelle est la place des affects? Oui, bien merci. Oui, c'est une bonne question. Oui, mais effectivement, ce concept-là d'apprivoisement, il fait partie en ce moment. Je suis en train un peu de tracer les différents types de relations que les artistes, d'ailleurs, prétendent établir avec les œuvres, avec leur projet de création. C'en est un. Je ne pense pas que c'est nécessairement tous les artistes qui utilisent les mêmes métaphores et qui vivent peut-être les choses de la même manière. Puis aussi, ça va dépendre, je pense, des domaines. C'est certain que si on est par exemple, si on vient créer une œuvre picturale, est-ce que nécessairement l'auditeur ou va avoir de l'empathie pour cette œuvre? J'en doute. Moi, je travaille beaucoup avec les robots, les agents qui sont autonomes, qui sont là sur place. Et là, nécessairement, il y a toujours un rapport empathique qui se crée. Ça, c'est peu importe que ce soit d'ailleurs avec du machine learning ou pas, quand il y a un robot qui a un comportement, tout de suite, les gens ont tendance à
créer un lien, se projeter aussi sur, parce qu'on s'identifie assez rapidement à l'idée que ça serait une espèce de forme de vie. Donc, tout de suite, par réflexe, on a une relation un peu empathique. Mais moi, je pense effectivement que ce concept-là, il pourrait, et dans l'idéal, il devrait s'appliquer aussi, comme artiste, j'essaie de réfléchir à comment justement je peux peut-être générer cette posture chez la personne qui vient visiter ou qui regarde l'œuvre, parce que, comme je l'ai mentionné, la grosse difficulté à laquelle on fait face dans mon domaine, c'est que on est face à des nouvelles formes d'expériences auxquelles, où est-ce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas c'est des expériences qui prennent quand même du temps, donc elles sont du rationnel. Et vu qu'il n'y a pas d'explication logique, on ne peut pas faire l'expérience de ces œuvres-là en 2 minutes. En fait, il n'y aura rien à 2 minutes. C'est vraiment dans le temps qu'on... Et donc, ça, ce que ça signifie, c'est aussi une forme d'engagement aussi qui est nécessaire de la part du visiteur. Parce qu'il faut que le visiteur ou la visiteuse vienne s'installer et accepte de prendre le temps de regarder un truc qui tourne en rond pendant une demi-heure avant de peut-être finir par apprécier qu'il y a des qualités esthétiques qui s'en dégagent. Donc, effectivement, cette posture-là de l'apprivoiseur, à mon avis, c'est la meilleure. C'est celle que le public devrait adopter. Donc, comment arriver à faire ça? C'est le défi. Comme artiste, c'est le défi auquel je fais faire. C'est-à-dire qu'il faut que je mette des éléments en place pour arriver à ça. Ça peut se faire à travers une mise en scène. Par exemple, dans l'œuvre robotique Morphose, on a réfléchi à ça. Puis ce qu'on s'est dit, c'est que, par exemple, on va créer un espace un peu, entre guillemets, sacré, c'est-à-dire un espace où on entre, on enlève ses souliers. Donc, on se dit, mais si la personne a enlevé ses souliers, si j'ai enlevé mes souliers, je ne vais pas rester 2 minutes, parce que si je viens d'enlever mes souliers, ça m'a déjà pris 2 minutes. Donc, je risque de rester un peu plus longtemps. Ensuite, on va intégrer, par exemple, en faire un espace confortable, moi, j'ai fait des installations dans le passé, on a installé des gros beanbags pour que les gens puissent s'installer, être à l'aise, prendre le temps de contempler. Donc, vraiment créer une situation aussi où les gens vont prendre le temps. Puis, je pense que en faisant ça, déjà, étant donné qu'on a ce côté-là empathique qui va ressurgir, je pense qu'on serait déjà dans une bonne situation pour que ce rapport-là d'apprivoisement puisse opérer. Merci. S'il n'y a pas de questions, moi j'en pose peut-être une dernière alors, dans les 5 minutes qui nous restent. Ah, il y a une question, alors je ne dis rien. Marianne. Je vais aller vite fait pour que tu puisses poser la tienne aussi. Oui, c'est ça, ça me fait réfléchir parce que dans ce genre de recherche-création-là, j'ai l'impression que la démarche est aussi riche que le résultat, en fait. Puis comment le transmettre à la personne qui vit l'expérience, c'est ce que je me pose présentement comme question. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis c'est des choses qu'on doit réfléchir comme un peu en parallèle. C'est vraiment dans la création que je fais, c'est des choses qui peuvent être réfléchies en parallèle. Mais aussi, peut-être pour ajouter, puis pour faire un lien peut-être avec la discussion dans la présentation de Maude, ça peut paraître peut-être un peu anodin, mais moi, je crois vraiment que derrière ça, il y a vraiment une position politique aussi, de réimaginer justement les relations qu'on peut avoir avec les machines dans un rapport qui n'est pas un rapport justement de domination et de surpassement de l'être humain pour devenir des espèces d'êtres suprêmes. Au contraire, une espèce d'inversion parce qu'on retourne vers des systèmes qui sont assez simples mais qui viennent créer un rapport et qui,
j'ai présenté des œuvres, une œuvre en particulier avec des essais robotiques il y a quelques années, puis je disais toujours, pour moi, le spectacle de cette œuvre, ce n'est pas les robots, c'est les gens qui s'assemblent autour des robots et qui commencent à discuter, à projeter, à raconter des histoires qui en disent peut-être plus long sur eux-mêmes que sur les machines. Moi, ça concernait ce dont Maud avait parlé dans sa présentation, c'est l'acceptabilité sociale. En fait, c'est une question un peu naïve parce que je ne connais pas trop, évidemment, le domaine de la création par les algorithmes, par les machines, mais comment fonctionnent les formes d'institutionnalisation de cet art? Les exemples dans la présentation de Maud et dans la tienne, c'était par exemple cette peinture où la personne gagne, parce que cette peinture est magnifique. C'est un informaticien, tu disais, qui travaille dans le monde des jeux vidéo, mais on est effectivement sous le coup du spectaculaire, bon, ça capte l'attention, et est-ce que c'est vraiment de l'art, etc. Mais est-ce que tu constates que bon, on commence à avoir un intérêt, pas seulement pour le goût du spectacle, de ce qu'est capable de faire la machine, mais ça rentre dans des canons institutionnels, bah, ça c'est un type d'art, ça appartient à tel mouvement artistique. Est-ce que tu constates ça ou c'est encore un peu en émergence? Ben oui, ça existe déjà. Là. C'est pas, je veux dire, là, il y a une histoire de l'art robotique qui remonte aux années 60. Au niveau institutionnel, bon, évidemment, l'art numérique circule encore aujourd'hui beaucoup dans une espèce de... Ben, ça l'a quand même intégré pas mal disons, les réseaux institutionnels mainstream là, de l'art contemporain ont, depuis peut-être une dizaine d'années, commencé à intégrer, en fait, d'ailleurs, ça a été beaucoup avec l'émergence de l'intelligence artificielle, à finalement intégrer des artistes du monde numérique. On l'a vu aussi avec les NFT, où finalement, alors, parce que pendant très, très longtemps, depuis le net art, en fait, c'était des réseaux qui étaient complètement parallèles. Les réseaux de circulation de l'art numérique et ceux de l'art contemporain. Là, ça s'est rejoint, mais il y a comme, c'est pas tout à fait, ça demeure, c'est quand même certaines formes, comme les NFT, ce n'est que des images, par exemple. Fait que, ce que je pense, c'est que, puis aussi au niveau comme tout ce qui est AI art, justement, encore une fois, c'est ce qui est un peu... disons, ce que je présente aujourd'hui avec mes histoires d'apprivoisement, puis c'est quand même, je veux dire, quand on parle d'art IA aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe dans les médias, puis qu'est-ce que comme je disais au début, qu'est-ce qui est promu aussi par dans les médias sociaux, puis par les compagnies, les GAFAM, qui ont tous et toutes qui ont toutes des branches culturelles où ils soutiennent les pratiques artistiques, ben, ils soutiennent quand même certaines pratiques artistiques en art IA qui correspondent aux algorithmes qu'eux soutiennent, aux pratiques qu'eux soutiennent, c'est-à-dire des pratiques qui sont basées sur des systèmes qui reposent sur des quantités énormes de données, qui fonctionnent uniquement sur le cloud parce que personne n'est capable de les rouler. Puis je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que d'un côté, donc ça, cette espèce d'industrialisation-là a deux effets qui vont ensemble. C'est que premièrement, bien, avec ces algorithmes qui sont très faciles d'accès, il y a une forme de démocratisation, on pourrait dire. Donc, il y a pas mal n'importe qui. Vous pouvez aller aujourd'hui faire de l'art comme moi j'ai fait ici avec mon truc, mon background. C'est pas très compliqué. Donc, ça peut être intéressant parce que ça peut ouvrir aussi la voie à toutes sortes de nouvelles formes d'expression artistique. Mais d'un autre côté, il y a aussi une espèce d'appauvrissement parce que ce n'est que ça qui est soutenu. Puis je pense que ce qui se passe, c'est que ce que je vois, c'est qu'il y a des artistes comme moi, mais il y en a d'autres qui en fait, pour qui ça n'intéresse pas ce contexte-là, qui se distancie de ça, qui vont retourner vers des formes, par exemple, avec du small data, dans des plus petites bases de données, des approches qui peuvent eux-mêmes
bidouiller sur leur ordinateur et donc, fait que je pense que ces choses-là vont, dans l'idéal, en tout cas, comme coexister finalement. Super, merci. Merci à Maud, merci à Sofiane pour ces présentations passionnantes et stimulantes. Donc, la vidéo, l'enregistrement sera disponible sous peu. On se retrouve vendredi prochain avec une présentation de Manuel Zaclade du Conservatoire national des arts et métiers. Sa présentation s'intitulera « Carnet de controverses en temps de Covid pour une autre communication de crise en santé ». Passionnant. Et ce sera suivi par Jean-Marc Larue de l'Université de Montréal, dont le titre de l'intervention est à venir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore pour votre présence, questions et présentation.